Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 1er mars. Au sommaire cette semaine, 5 articles. E-commerce Europe publie un manifeste en vue des élections européennes de 2024, à lire sur Fashion United. Marché de la seconde main entre vertu et croissance, à lire sur e-commerce mag. Entre physique et numérique, la montée en puissance des expériences interconnectées, à lire sur Fashion United. Pourquoi Castorama accélère la wettelisation de ses clients fidèles, à lire sur le JDN. Et enfin, Klarna vante le succès de son chatbot de service client alimenté par OpenAI au détriment du travail humain, à lire sur l'usine digitale. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à découvrir l'épisode 182 avec Hector Santil, le cofondateur de Neo by Nature. Cette DNVB chamboule le marché des produits d'hygiène en proposant des produits secs à diluer. Hector, entrepreneur de talent, a réellement un parcours hors norme. D'ici là, je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. E-commerce Europe publie un manifeste en vue des élections européennes de 2024, à lire sur Fashion United en date du 29 février. Alors que l'e-commerce pourrait franchir la barre des 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, e-commerce Europe invite les députés européens à prendre des mesures pour favoriser le développement du secteur dans les années à venir. Le dimanche 9 juin 2024, les Français sont appelés aux urnes dans le cadre des élections européennes. Ils devront élire 81 députés européens, 2 de plus que lors des élections de 2019, sur les 720 que comptera le Parlement européen contre 705 actuellement. Le nouveau Parlement européen, élu pour 5 ans, dispose d'un pouvoir de décision avec la Commission européenne et aussi d'un rôle législatif et budgétaire. À travers son manifeste pour les prochaines élections européennes de juin 2024, e-commerce Europe invite le Parlement européen à utiliser cette influence pour mettre en place des mesures en faveur du développement de l'e-commerce, des propositions d'e-commerce Europe. Dans ce document, l'association qui représente plus de 150 000 entreprises européennes de l'e-commerce suggère des solutions qui permettront à l'Union européenne de contribuer au développement de l'économie européenne et du secteur du commerce en ligne. Un manifeste qui repose sur 7 principes directeurs qui devront guider le législateur européen dans l'élaboration des futures politiques publiques. Les 7 principes directeurs proposés sont préserver la neutralité des canaux et la capacité des entreprises à croître et à être compétitives, garantir le plus haut niveau d'harmonisation dans l'UE, défendre des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises, penser d'abord à l'application de la législation en vigueur avant de penser à l'élaboration de nouvelles règles. Pensez d'abord aux petites entreprises afin de soutenir les 90% d'entreprises qui constituent cette économie. Comprendre les réalités des entreprises pour concevoir des règles qu'elles puissent respecter. Et enfin, respecter les principes du mieux légiférer et assurer la cohérence entre les législations. Partant de la même vision et les mêmes objectifs, la FEVAD et e-commerce Europe se disent convaincus que le secteur européen du commerce en ligne peut jouer un rôle clé dans le développement et la résilience de l'économie européenne. Il faut dire que le poids du secteur de l'e-commerce dans l'économie européenne ne cesse de croître. Il est ainsi passé de 573 milliards d'euros en 2022 à 628 milliards d'euros en 2023, alors qu'ils étaient 66% des internautes à avoir effectué un acte d'achat en ligne en 2018, ils sont passés à 75% en 2022 et ces chiffres devraient encore augmenter dans les années à venir.
Marché de la seconde main entre vertu et croissance, à lire sur e-commercemag.fr en date du 28 février. À l'occasion d'une table ronde organisée par e-commerce mag en partenariat avec Big Youth et Yuri and Nail, des retailers ont pris la parole sur le marché de la seconde main. Consommation vertueuse, mais aussi levier de croissance, la vente de produits d'occasion prend de l'ampleur et impose de nouvelles contraintes. Le marché de la seconde main représente 7 milliards d'euros en France, selon la FEVAD et KPMG. Celui-ci devrait encore croître dans les années à venir. Il est donc primordial pour les enseignes de définir leur stratégie au sujet de ce nouveau levier de croissance dont l'essor est manifeste. Pour le groupe Fnac Darty, le signal d'alarme a retenti il y a 5 ans, alors qu'il calculait les différents scopes de son empreinte carbone. Nous avons réalisé que 90% de nos émissions étaient liées aux produits, commente Martin Onos, directeur seconde vie et service du groupe. Mais la distribution étant le cœur de l'activité de l'enseigne, elle a dû repenser sa manière de vendre afin de réduire son impact. C'est pour cela qu'en 2013, nous avons lancé Fnac Seconde Vie, précise-t-il. Constat différent pour Christophe Boucreux, directeur innovation et nouveau business chez ID Kids. La seconde main a toujours été présente dans l'univers des vêtements pour enfants, qu'ils soient donnés de la main à la main ou vendus sur des marketplaces. Une grande quantité de produits s'échangeait sur les plateformes que nous ne maîtrisons pas, raconte-t-il. C'est pour cela que nous avons décidé de proposer un service de reprise et de revente de nos produits. Ainsi, lancer des services de seconde main a permis aux deux groupes d'activités un levier de croissance sans cannibaliser leur offre de produits neufs. En somme, la seconde main nous permet même de renouveler notre base client et d'augmenter le montant de notre panier moyen, détaille Martin Onos. Mixer neuf et occasion pour générer du trafic. Pour mettre en avant leur offre de seconde main, Fnac Darty, ID Kids et King Jouet ont tous les trois pris le parti de l'intégrer dans le parcours client classique. Au cœur des points de vente des différentes enseignes, la seconde main et le neuf se côtoient. Idem sur les sites web. Pour signifier qu'un de ces magasins propose de l'occasion, le distributeur de jouets a développé l'enseigne King Ocase, qui compte près de 30% de produits non neufs présents dans l'ensemble des rayons. Aujourd'hui, ce marché représente 8% des ventes de l'enseigne, qui vise les 15%. Du côté du groupe Fnac Darty, la seconde vie a généré 120 millions d'euros de volume d'affaires en 2023 et enregistre une croissance de 30% chaque année. Pour ce dernier, la seconde main proposée online attire des visiteurs uniques venus pour cette offre, dont l'importance ne fait qu'augmenter. Communiquer autour de cette offre d'un nouveau genre. Pour que le marché de la seconde main connaisse l'essor espéré, communiquer autour de ces offres est indispensable. Cependant, pour les entreprises expertes de l'occasion, cela peut s'avérer compliqué. En effet, selon Stéphane Renoux, cofondateur de Stock Pro, le système de marge est dégradé par rapport au marché du neuf. Nous avons donc un budget moindre pour communiquer et devons faire des grosses vagues avec peu de trésorerie. Même contrainte chez Recyclivre, avoir de l'impact coûte cher. Nous travaillons presque exclusivement avec des personnes en situation de handicap dans le cadre de leur réinsertion professionnelle. Ainsi, c'est notre identité qui vient nourrir la communication, précise Sylvain Joly, cofondateur de l'entreprise. Entre physique et numérique, la montée en puissance des expériences interconnectées, à lire sur fashionunited.fr en date du 26 février. Dans une ère de plus en plus dominée par le numérique, la mode opère une profonde évolution dans le commerce de détail, offrant des expériences connectées qui transcendent les frontières traditionnelles. Aujourd'hui, tout ne se mesure plus seulement aux produits. Des marques comme Louis Vuitton redéfinissent l'espace physique et imaginent une narration cohérente et engageante pour les consommateurs, célébrant ainsi un discours de marque sans artifice. Le lancement des collections de Pharrell Williams pour Louis Vuitton crée une narration qui transcende le commerce de détail traditionnel. Il engage, inspire et éduque les consommateurs tout en transformant le luxe intangible
en une expérience tangible et participative. Les exemples de réussite les plus marquants dans le commerce de détail maîtrisent l'art de créer des récits qui résonnent avec les consommateurs à un niveau beaucoup plus profond que de simples transactions. L'avenir de l'industrie réside dans la création d'une histoire cohérente et captivante qui se tisse de manière pertinente à travers chaque facette de la marque. Agissant comme un fil conducteur constant, cette utilisation du récit connecte les points de contact physiques et numériques, offrant au public un voyage expérientiel qui n'est pas uniquement visible en ligne, mais exige également d'être vécu dans la réalité. La prise en charge de Harrods par Burberry illustre la fusion harmonieuse des mondes physiques et numériques, montrant comment les marques peuvent donner vie à du contenu sur plusieurs plateformes, transcendant les frontières traditionnelles et redéfinissant l'expérience moderne du commerce de détail. L'espace de vente au détail est le lieu idéal pour transformer les fans de la marque dans un monde physique soigneusement conçu pour refléter un récit plus large. Le magasin n'est plus seulement destiné à la vente, il devient le lieu par lequel s'opère une transformation de l'intangible en tangible, offrant une expérience immersive qui va au-delà du traditionnel. Des marques comme Jacquemus reconnaissent de plus en plus l'importance de transformer des concepts fictifs en expériences réelles, engageant, inspirant et éduquant les consommateurs avec un contenu visuel qui capture l'attention à chaque instant. Le pop-up store Jacquemus Le Bleu chez Selfridge est l'incarnation de l'avenir de la vente au détail dans la mode. La boutique éphémère mêle harmonieusement des éléments physiques, numériques et interactifs pour créer une expérience captivante et immersive qui illustre la puissance d'un récit connecté. L'industrie de la mode participe activement à brouiller les frontières entre les plateformes. Les campagnes ne se conforment plus à un seul support, elles parcourent désormais les réseaux sociaux, les médias sociaux, les lancements de produits, les stratégies marketing, les événements et même l'espace où le consommateur effectue son achat. Cet entrecroisement des ponts de contact ne s'applique pas uniquement à la présentation des produits, il ouvre les portes à un monde où chaque interaction contribue à une histoire plus vaste et immersive, transformant les clients potentiels en participants actifs. Les pop-up stores innovants de Gucci transforment l'expérience d'achat en un véritable moment that matters, invitant les clients à se lancer dans un voyage de découverte et favorisant les interactions en personne. Les marques ne racontent plus seulement une histoire, elles convient à la participation, transformant chaque vente en un moment d'introspection et d'engagement à long terme. Entrer dans une ère d'expérience interconnectée où les dernières tendances ne sont pas simplement observées, mais activement adoptées. Pourquoi Castorama accélère sur la walletisation de ses clients fidèles à lire sur le journal du net en date du 27 février. Pour la filiale de Kingfisher, la dématérialisation de la carte de fidélité via les portefeuilles numériques d'Apple et Google est une opportunité de mieux engager ses clients. À l'heure où les coûts d'acquisition s'envolent, les retailers misent sur le taux d'engagement de leurs bases clients, les portefeuilles numériques, les wallets, sur lesquels sont dématérialisées les cartes de fidélité et coupons de réduction deviennent un canal de communication à part entière, une possibilité qui n'a pas échappé à Castorama France. L'enseigne s'est associée à Capitaine Wallet pour faire des applications Wallet un canal complémentaire aux emails, SMS et notifications push web. Pour ce faire, Capitaine Wallet se connecte à l'API des portefeuilles numériques de Google et Apple, préembarqués sur les téléphones pour personnaliser les informations présentes sur les cartes et les notifications poussées via l'application. Si un commerçant veut informer son client de n'importe quelle offre, il se connecte à notre plateforme, indique son message et une notification part sur le téléphone des clients qui ont intégré leur carte dans le wallet, illustre Axel Detour, cofondateur de Capitaine Wallet. 15% de la base client walletisée. La collaboration entre
Castorama et Capitaine Wallet a débuté en décembre 2021. L'enseigne de bricolage y a vu l'occasion de trouver un levier de communication différenciant auprès des clients fidèles. Se rappelle Grégoire Kuenbork, responsable CRM chez Castorama France. Si côté client, la solution permet de retrouver sa carte et toutes les informations concernant son programme de fidélité sur son mobile, pour le commerçant, l'enjeu est bien plus large. Les systèmes de Castorama n'étant pas interconnectés, les notifications push web et applications partent automatiquement à l'ensemble de la base. L'email était donc le principal levier pour communiquer de manière différenciée aux clients membres du programme de fidélité et ceux qui ne le sont pas. Mais l'email a ses limites, aussi bien en termes de capacité que d'interaction avec la marque, pointe Grégoire Kuenbork. 4 mois ont été nécessaires pour la mise en place de la solution opérationnelle depuis avril 2022. Le défi pour Castorama a été d'éduquer les clients à la dématérialisation. Au début de l'année 2023, le volume de cartes intégrées au wallet était assez relatif, se souvient le responsable CRM. L'année dernière, nous avons multiplié par 3 cette volumétrie grâce à des campagnes de mails de utilisation. Aujourd'hui, 15% des clients fidèles ont intégré leur carte Castorama au wallet, une part des membres du programme de fidélité qui commence à être intéressante selon le cofondateur de Capitaine Wallet. En général, il y a 5 à 10% des clients très loyaux. Au-dessus de 10%, les clients sont un peu plus occasionnels, analyse-t-il. Castorama est à 15%, cela signifie que l'enseigne touche des consommateurs moins engagés qui ne regardent pas leur mail et n'ont pas téléchargé l'app. Une montée d'autant plus qualificative que le taux de churn est de 2,5% pour Castorama. Moins cher que le SMS. Une fois le nouveau canal de communication constitué, il faut l'animer. Chez Castorama France, le portefeuille numérique est devenu le 4e canal de communication de l'enseigne. 100% de nos communications partent par email et par push web. Vient ensuite le SMS, moins utilisé parce que plus coûteux. Et le wallet en 4e position est exclusivement dédié aux offres de fidélité. Détail Grégoire Kuenbork. Avec le wallet, la stratégie de Castorama est aussi celle de la rationalisation des coûts. Aujourd'hui, les volumes restent plus importants sur la partie SMS, donc nous ne pouvons pas nous en passer totalement. Mais dès que l'on peut, on le fait, affirme le responsable CRM. Au-delà du SMS, les notifications push wallet permettent d'atteindre tous les clients ayant refusé des notifications de l'application mobile. Selon les données de Capitaine Wallet, la utilisation d'un client entraîne une hausse de la fréquence d'achat de 60%. De son côté, le panier moyen du client whattisé augmente de 15% en moyenne. La fin de la carte physique. Pour Grégoire Kuenbork, le mot d'ordre est parcimonie afin d'éviter la sursollicitation des clients walletisés. Le wallet ne fonctionne pas comme de l'email où les enseignes bombardent, analyse Axel de Tours. La cible est beaucoup plus réduite. Les 250 enseignes clientes de Capitaine Wallet réalisent en moyenne 19 campagnes par an. Chacune d'entre elles comporte environ 3 notifications. Pour cette solution, Capitaine Wallet facture entre 5 et 10 000 euros de frais de setup, puis un abonnement annuel mensualisé environnant les 30 000 euros. Le montant de ce dernier varie en fonction du nombre de cartes émises ou du volume de campagne. L'année 2024 s'annonce charnière pour la stratégie Wallet de Castorama France. Nous allons annoncer un nouveau programme de fidélité, révèle Grégoire Kuenbork. Avec celui-ci, la carte de fidélité sera 100% dématérialisée. Les membres du programme devront obligatoirement digitaliser leur carte dans leur application ou dans leur portefeuille numérique. Alors que la utilisation des cartes Castorama passe uniquement par un trigger ou une campagne de mail, demain l'objectif est de multiplier les points de contact selon le responsable CRM. Les clients pourront intégrer la carte fidélité avec un lien à la fin d'un mail sur l'application ou encore via QR code en magasin. En prévision de l'augmentation du volume de cartes, Castorama a déjà augmenté la formule de son abonnement auprès de Capitaine Wallet. Klarna vante le succès de son chatbot
de service client alimenté par OpenAI au détriment du travail humain, à lire sur l'usine digitale en date du 29 février. La fintech suédoise vante le succès de son chatbot de service à la clientèle alimenté par OpenAI, qui a traité pas moins de 2,3 millions de conversations au cours du mois dernier. Qu'en est-il réellement? Retour sur des chiffres impressionnants et ce qu'ils impliquent pour le service client et la main-d'œuvre dédiée à la relation client. Connu pour sa plateforme de solutions de paiement pour le e-commerce à destination des commerçants et des acheteurs, Klarna a fait une incursion dans l'IA il y a plusieurs années afin de pousser au maximum la personnalisation de l'expérience client. En août dernier, le Suédois a annoncé déployer ChatGPT Enterprise auprès de ses employés avec à la clé une sécurité renforcée, une vitesse plus élevée et des capacités d'analyse de données avancées. Klarna a donc mis en œuvre l'API d'OpenAI pour son usage interne auprès de 50% de ses employés, soit 2500 salariés. Ces derniers utilisent l'outil dans une variété de cas d'usage, depuis les recommandations d'achat alimentées par l'IA jusqu'à la rationalisation du service à la clientèle. Avec cette adoption, le CEO de Klarna espère atteindre un nouveau niveau d'automatisation des employés en améliorant à la fois la performance de notre équipe et l'expérience des clients. Un outil interne développé en parallèle. En plus de travailler avec ChatGPT, Klarna a également développé et adopté ses propres outils et fonctionnalités basés sur l'IA dans sa plateforme. Son application est désormais alimentée par un moteur de recommandation de produits IA pour aider les consommateurs à trouver et à acheter les articles les plus pertinents pour eux. Le flux se met à jour en temps réel avec une gamme de produits et d'offres et est capable de proposer un choix plus personnalisé à mesure qu'il apprend à connaître les préférences des utilisateurs. Aujourd'hui, Klarna fait donc un premier bilan. Son assistant IA, optimisé par OpenAI, a eu en l'espace d'un mois 2,3 millions de conversations, ce qui représente les 2/3 des discussions du service client de Klarna. Selon la FinTech, il fait l'équivalent du travail de 700 agents à plein temps et est à égalité avec les agents humains en ce qui concerne le score de satisfaction client. Par ailleurs, il s'avère plus précis dans la résolution des tâches, ce qui entraîne une baisse de 25% des demandes répétées. Des bénéfices en hausse grâce à l'IA. Nous estimons que cela générera une amélioration des bénéfices de 40 millions de dollars pour Klarna en 2024, a par ailleurs déclaré l'entreprise. Actuellement disponible sur 23 marchés 24 heures et 7 jours sur 7, le chatbot peut communiquer dans 35 langues. À ce jour, l'entreprise comptabilise 150 millions de consommateurs actifs dans le monde pour un total d'environ 500 000 entreprises commerçantes, notamment Airbnb, Expedia, H&M, Ikea, Nike ou encore Sephora. Klarna prévoit par ailleurs d'ajouter d'autres fonctions à son assistant IA dans les mois à venir. Des économies sur la main-d'œuvre dans le viseur. Le cofondateur et CEO de Klarna ne cache pas d'ailleurs, par ailleurs, son enthousiasme. Cette percée de l'IA dans l'interaction client signifie des expériences supérieures pour nos clients à de meilleurs prix, les défis plus intéressants pour nos employés et de meilleurs rendements pour nos investisseurs. Car ce que cherche avant tout à réaliser Klarna avec l'IA, ce sont des économies et pas les moindres. L'entreprise suédoise a licencié 700 employés en 2022, curieusement autant de personnes que le chatbot est apparemment capable de remplacer. Klarna a également déclaré qu'il n'embaucherait plus de personnel en dehors de l'ingénierie en raison de l'IA. Pourtant, force est de constater qu'une intervention humaine est toujours nécessaire et peu d'outils alimentés par l'IA sont, à date, réellement autonomes. Le Suédois précise toutefois que les clients peuvent toujours choisir d'interagir avec des agents en direct s'ils le souhaitent, ce que Klarna ne dit pas. Alors, si ces statistiques semblent un bon indicateur de la direction que prend le service client dans son ensemble, il n'empêche que l'entreprise doit répondre à différentes problématiques. En effet, rien ne garantit que son assistant IA ne baisse pas en qualité de traitement dans les mois qui suivront.
La preuve est que on est avec Gemini, l'outil d'IA générative développé par Google. À force de vouloir lutter contre les biais, son outil souffre de contraintes excessives imposées par le système pour la génération d'images représentant des êtres humains. Cela l'a conduit à créer des images complètement faussées et pourtant censées représenter des images historiques. Les Français, loin d'adopter les chatbots IA. De même, les clients ne sont pas toujours prêts à adopter une telle technologie. Dans une étude récente, Odoxa indique que 73% des Français n'auraient pas confiance en ces chatbots alimentés par IA. 70% des utilisateurs jugent par ailleurs insatisfaisants leurs échanges avec des chatbots et sont généralement très insatisfaits de la compréhension de leurs questions, 72%, et de la solution apportée à leurs demandes, 71%. Au-delà de ce désamour pour le chatbot, la question de la sécurité est également prépondérante au vu de l'essor des deepfakes. Les services clients des entreprises doivent désormais répondre à un certain nombre d'enjeux afin de rassurer leurs clients. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.